trois présentations suivantes seront en français. Donc, je vous prie d'accueillir pour la prochaine présentation professeur Ulrich Eivogi, qui est professeur adjoint en informatique à l'ETS Montréal, au département de génie logiciel et technologie de l'information, où il dirige le laboratoire de systèmes d'information fiables. Ses domaines de recherche sont la sécurité informatique, la confidentialité des données, l'optimisation et l'apprentissage automatique. Ces recherches actuelles portent en particulier sur plusieurs aspects de l'apprentissage machine digne de confiance, tels que l'équité, l'apprentissage machine préservant la vie privée et l'explicabilité. Il va aujourd'hui nous parler de techniques d'anonymisation en théorie. Okay, merci beaucoup. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc, ce que je vais présenter aujourd'hui, ça va être sur... donc, le plan que je vais suivre, ça va être deux volets. Donc, je vais parler en général sur des techniques d'anonymisation. Je vais dire publication préservant la vie privée de données. Puis après, je ferai un focus sur les données de mobilité. On va traverser différentes notions clés. Je suis chanceux parce que on a déjà eu quelques définitions dans la présentation précédente. Donc, je vais parler des notions clés, des menaces pour la vie privée quand on fait de la publication de données. Je vais parler de méthodes d'anonymisation. Je mets en direct parce que vous savez tous maintenant, d'après ce qui a été présenté, que l'anonymisation, c'est pas... Il y a des enjeux aussi après l'anonymisation. Puis, l'évaluation, je vais parler des méthodes qu'on peut utiliser pour évaluer la qualité des données publiées, les limites des méthodes d'anonymisation. Puis, je vais terminer cette partie sur une présentation du paradigme de confidentialité différentielle, qui est une des solutions qui est explorée comme alternative à la publication de données. On va utiliser ce paradigme pour faire d'autres choses sur les données. Et enfin, deuxième partie, je vais donner le module. Donc, quand je vais dire adversaire dans la présentation, c'est essentiellement pour définir une entité qui va essayer d'inférer des informations sur un individu sans avoir son autorisation explicite. Donc, ça peut être, dans l'exemple qui a été présenté tantôt, ça peut être des données qui sont publiées, par exemple, de façon anonymisée, et puis quelqu'un essaye de faire des inférences quand même sur ces données-là. Donc, ça peut être toute forme d'entité qui va essayer de faire... Plus sera plus croix. Et du coup, donc, toute cette entité qui va essayer d'inférer des choses sans le consentement explicite des personnes concernées. Là également, vous avez déjà eu la définition tout à l'heure. Si on prend un enregistrement dans un constat de publication de données, un enregistrement, on peut catégoriser un peu les attributs d'un enregistrement en trois grandes familles. La première serait les identifiants explicites et les quasi-identifiants. Donc, c'est cool, on a déjà eu la définition de ça. Un exemple, c'est ici, par exemple, je donne le même exemple, le code postal, la date de naissance. Combinés ensemble, ils pourraient être utilisés pour identifier de façon unique un individu dans un jeu de données. On a les attributs sensibles, puis on a les attributs non sensibles. Ça veut dire que c'est des attributs que, s'ils existent dans le jeu de données publié, les personnes concernées ne sont pas gênées qu'ils soient associés à leur identité. Donc, vous comprenez aussi, ça peut être contextuel. Dépendamment du contexte, on peut décider qu'est-ce qui va être sensible ou pas sensible. Donc, c'est pas comme... c'est très contextuel. Donc là, j'ai un exemple. On a un jeu de données médical, vraiment très basique. C'est pas un vrai jeu, c'est juste pour illustrer. Donc, on a les identifiants, on a les quasi-identifiants. Donc, j'ai donné les trois exemples ici. Puis, on a les attributs sensibles ici qui va être la condition dont souffre la personne. Donc, ça peut être c'est des types de maladies qui ont été diagnostiquées. Donc, les différentes menaces qu'on va considérer lorsqu'on publie les données, je vais les présenter par la suite, mais déjà pour bien mettre le cadre, on a un jeu de données original qui contient des données personnelles. Puis, ce jeu de données va subir une transformation pour qu'on obtienne un jeu de données anonymisé qu'on va rendre disponible. Et ici, l'attaquant, l'adversaire, il va essayer de faire des attaques contre une personne donnée, une personne concernée. Ici, je l'appelle Bob. Donc, il y a différentes attaques que l'adversaire va être capable de faire. Donc, je dirais la plus forte serait que l'attaquant fasse ce qu'on appelle un couplage d'enregistrement. C'est qu'il soit capable, en observant le jeu de données anonymisé, de réidentifier l'enregistrement
qui correspond à la victime. Donc ici, en observant cet enrichissement, l'attaquant apprend quasiment toutes les propriétés de sa victime. Ensuite, on a une autre forme d'attaque qui va être ce qu'on appelle le couplage d'attributs. Ici, l'attaquant ne va pas réussir à obtenir l'enregistrement exact de sa victime, mais il va quand même arriver à trouver un sous-ensemble d'enregistrement et il est certain que sa victime est dans ce sous-ensemble-là. Donc, étant donné qu'il connaît les descriptions de tous les enregistrements de ce sous-ensemble, il apprend un ensemble de propriétés qui pourraient être, dont l'une pourrait être à coup sûr caractériser sa victime. Donc, il y a toujours un risque parce que si le sous-ensemble contient des maladies d'une forme particulière, l'attaquant, sans savoir exactement quelle est la maladie, il peut savoir que sa victime, sauf que ce n'est pas une maladie qui touche les poumons, ou etc. Donc, c'est toujours un risque. Et ensuite, le couplage de table. Ici, l'attaquant n'apprend pas. Donc, c'est une attaque en termes de gain. C'est plus faible que les deux précédentes parce que si l'attaquant apprend tout juste que sa victime est dans le jeu de données publié. Mais cette information en elle-même peut aussi constituer un risque parce que si on associe la sémantique du jeu de données en question, l'attaquant apprend quand même des choses. Donc, imaginons que c'est un jeu de données médical publié par un hôpital qui traite que d'une certaine forme de maladie. Donc, l'attaquant, en apprenant que l'individu est dans le jeu de données anonymisé, il sait que l'individu a de grandes chances d'être atteint de cette maladie-là. Puis la dernière, c'est ce qu'on appelle l'attaque probabiliste. Ici, donc c'est plus un autre paradigme de caractérisation du gain de l'attaquant après l'attaque. C'est juste l'adversaire améliore sa connaissance de l'adversaire après avoir observé le jeu de données anonymisé. Donc, ça peut être que l'attaquant sait maintenant, après avoir observé le jeu de données, que sa victime a une certaine forme d'assurance, des informations qu'il n'avait pas avant d'avoir fait l'attaque. Donc, on mettrait tout ça dans attaque probabiliste. Donc, pour contrer ces différents types d'attaques, il y a des méthodes d'anonymisation qui ont évolué, qu'on a eu qu'on a eu. La première, une des premières solutions qu'on peut considérer, c'est celui qu'on peut agréger le jeu de données. On peut faire de l'agrégation, donc essentiellement, au lieu de publier l'information, on va combiner plusieurs enregistrements en une information. Donc, l'idée derrière, c'est qu'en regroupant les informations, qu'on expose on expose moins de choses sur les individus, donc on pourrait leur donner une protection. Sauf qu'en pratique, il est toujours possible de faire des attaques à partir de données agrégées. Donc, il y a des attaques comme des attaques de différenciation, en supposant que l'attaquant a une connaissance, d'accord, sur la victime et qu'il observe différentes versions d'un jeu de données agrégé dans lequel se trouve la victime, il pourrait effectuer ce type d'attaque. Donc, ici, je donne un exemple. L'attaquant observe le salaire moyen publié par une entreprise au fil des années. Il a une information auxiliaire, c'est qu'il sait que telle personne a été embauchée et c'était la seule personne qui a été embauchée l'année précédente. Donc, à partir de ces informations, il est capable d'inférer quel est son salaire en regardant le salaire publié pour la nouvelle année. Donc, des attaques de différenciation, comme ça, on peut en faire plusieurs quand on utilise des données agrégées. Une autre méthode qui a été considérée, c'est la pseudonymisation où donc on a eu déjà l'exemple, on va essentiellement retirer les informations, les identifiants directs du jeu de données en espérant que ça apporte une protection. Donc, l'enjeu qu'on a ici, c'est que les quasi-identifiants peuvent être utilisés pour faire des attaques. Donc, on a déjà eu quelques exemples de quasi-identifiants tout à l'heure, mais essentiellement, ce que l'attaquant ferait ici, c'est faire un croisement de données. On va supposer l'existence d'un jeu de données public dans lequel l'attaquant pourrait observer ces quasi-identifiants. Il pourrait donc faire un croisement de ce jeu de données et le jeu de données anonymisé et ainsi retrouver les individus. Donc, il y a des exemples historiques de ça. Par exemple, le gouverneur de Massachusetts, je pense que si vous faites de la protection du privé, j'ai entendu parler dont on a pu retrouver les données en croisant la liste des électeurs et des données médicales pseudonymisées. Donc, cette étude, en fait, a montré, donc la chercheuse qui a effectué cette première attaque, elle a montré que si on regarde uniquement le code postal, le sexe et puis la date de naissance, qu'on pourrait identifier jusqu'à 87% de la population. Donc, on voit que ces quasi-identifiants ont un fort pouvoir d'identification. Et il y a une étude plus récente qui a montré que lorsqu'on va combiner d'autres
attributs sociodémographiques. Donc ici, ils ont montré qu'en utilisant 15 attributs sociodémographiques, on pouvait identifier la majorité de n'importe qui dans la population. Donc là, ils ont utilisé des jeux de données, je pense qu'ils ont utilisé le census, entre autres, pour prouver ça. Donc on voit que publier un jeu de données avec les quasi-identifiants, c'est risqué, on l'a dit. Et donc ça, c'est quelques exemples pourquoi c'est risqué. Donc par la suite, donc, on a évolué vers des solutions de cas anonymat, donc on a qui vont essentiellement atteindre la vie privée en faisant de la généralisation et de la suppression. Donc, le cas anonymat, c'est l'une des premières méthodes qui a été proposée pour ça, qui va faire une transformation additionnelle sur les quasi-identifiants. Et donc, ce qu'il exige, c'est que chaque classe d'équivalent qui est constituée par les quasi-identifiants ait au moins cas enregistrement. Donc, si on prend l'ensemble des individus qui ont un code postal particulier et qui habitent dans une région donnée, par exemple, qui ont un métier donné, qu'on ait au moins K personnes ayant cette caractéristique dans le jeu de données. Autrement, soit on généralise, soit on supprime carrément l'enregistrement. Donc, l'intuition, c'est qu'en camouflant un individu dans un groupe plus grand, on lui apporte une certaine protection. Donc là, je donne un exemple de cas anonymat. Donc, on a le même jeu de données. En transformant les quasi-identifiants, on peut retrouver donc ici 3 groupes selon les quasi-identifiants, donc les individus de moins de 30 ans, les individus de plus de 40 ans, et puis une autre catégorie. Donc, on peut facilement faire cette transformation pour avoir un jeu de données cas anonymisé. Donc, comme technique pour atteindre la cas anonymat, comme je disais, la généralisation est une méthode, une routine importante dans ce processus-là. Généralement, on peut faire ce qu'on va appeler créer une hiérarchie sur le jeu de données. Donc, on va définir une propre taxonomie pour savoir comment on généralise des instances. Et puis, c'est ces transformations qui vont être utilisées pour obtenir la version cas anonymisée. Pareil pour des informations comme les informations géographiques, on pourrait généraliser dans des zones plus grandes. Donc, le cas anonymat, donc pareil, donc, comme un bon outil pour protéger contre la première attaque que j'ai montrée, donc le couplage d'enregistrement. Par contre, il y a des limitations. Donc, l'attaquant peut toujours réussir à faire des attaques importantes ici dans deux scénarios que je vais montrer. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'attaque d'homogénéité. Donc, si dans les différents groupes qu'on a obtenus par le cas anonymat, on retrouve qu'on a un groupe dans lequel tous les individus ont la même propriété, ben, l'attaquant va savoir que sa victime a cette propriété-là de façon certaine. Donc, ici, il réussit à désanonymiser que sa victime a le cancer parce que tout le monde dans son groupe a le cancer. Donc, l'attaquant peut aussi faire d'autres attaques en exploitant son information auxiliaire, donc en procédant par élimination. Donc, dans cet exemple, l'attaquant exploite le fait que l'individu vient d'un pays où les chances d'avoir certaines formes de maladies sont plutôt rares. Et en utilisant ça, il va éliminer certaines solutions quand possible. Et donc, réussir quand même à réduire l'incertitude qu'il peut avoir sur qui est l'individu dans le jeu de données. Donc, l'existence de ces deux types d'attaques ont poussé un peu les techniques à évoluer et on a vu ainsi des nouvelles définitions telles que la L-diversité ou la T-proximité qui vont essentiellement se concentrer maintenant sur, en plus d'avoir le cas anonymat, de jouer un peu sur la distribution des valeurs qu'on obtient dans les attributs sensibles. Donc, la L-diversité va essentiellement demander qu'on ait suffisamment de valeurs diverses pour qu'on n'ait pas des attaques d'homogénéité qui soient possibles. Donc, on apporte ici une nouvelle protection, donc la protection contre le couplage d'attributs, parce que ici, l'attaquant aurait, du coup, n'aurait plus la possibilité de savoir à coup sûr quelle est la propriété qui caractérise la victime. Donc, ça, j'ai présenté deux formes d'implémentation qu'on utilise pour transformer les jeux de données, donc pour les anonymiser. Les métriques qu'on utilise pour évaluer à quel point on a fait une bonne anonymisation, on peut les classer en deux grandes familles. Donc, il y a les métriques à usage général. Donc, ici, on ne sait pas a priori quelle est la tâche pour laquelle on fait l'anonymisation. Donc ici, on va essentiellement se concentrer sur des métriques de similarité entre le jeu de données original et le jeu de données qu'on a anonymisé. Donc ici, je donne quelques exemples de ces métriques-là. Donc distorsion, on va compter juste le nombre de transformations qu'on a faites
Puis, il y a des variantes qui vont exploiter plus l'hiérarchie qu'on a mis en place pour caractériser à quel point on a dégradé le jeu de données original. Ensuite, on a des métriques à usage spécifique. Donc là, on sait, avant de faire l'anonymisation, on sait pour quelle tâche on est en train de faire l'anonymisation. Donc, on pourrait ici mieux optimiser les transformations de sorte à maximiser les métriques d'utilité qu'on a. Donc ici, je donne des exemples. Si on fait de la classification, on peut vérifier quelles sont les performances de la classification sur le jeu de données original et comparer ça sur le jeu de données transformé pour voir à quel point on est bon. Pareil, si on fait des analyses de graphes, on peut regarder les différentes métriques du graphe. Donc, les méthodes qui sont basées sur la déidentification en transformant le quasi-identifiant, ils ont quand même des limites. Donc, même, on sait que le cas anonymat va protéger contre le couplage d'enregistrement, la L-diversité va protéger contre le couplage d'attributs, mais les protections qu'ils offrent sont toujours dépendantes de l'adversaire. Donc, il y a toujours la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des attaques par composition, où un attaquant va observer plusieurs publications d'un jeu de données personnel. Euh, ça pose un problème. On n'a pas la possibilité de modéliser ce que c'est qu'un attaquant de manière formelle. Donc, on a des limites par rapport à ce type d'approche-là. Ce qu'on aimerait avoir idéalement, c'est aussi avoir des protections contre des attaques de couplage de table ou des attaques probabilistes et être indépendant, ne pas avoir à considérer la modélisation de l'attaquant parce que ça demande d'avoir une idée de ce que serait un vrai attaquant pour le jeu de données qu'on publie. Donc, si on pourrait avoir une méthode de protection qui fait abstraction, donc qui reste fort, peu importe la connaissance auxiliaire de l'attaquant, ça serait l'idéal. Et aussi, si on pourrait quantifier le bris de vie privée qu'on a ou les fuites d'informations qui sont associées à la publication de jeux de données et aussi le compromis avec la qualité qu'on peut avoir, ça serait aussi l'idéal. Donc ça a mené dans les dernières années à faire un changement de paradigme où au lieu de considérer on a un jeu de données sensible, on l'anonymise, on publie un jeu de données sensible, un jeu de données anonymisé, on essaie de changer de paradigme où cette fois-ci, on va toujours garder les données personnelles privées. Ils ne vont jamais publier à qui que ce soit. Sauf ce qu'on va publier cette fois-ci, ça va être des résultats d'analyse effectués sur les données. Donc, les données vont toujours rester dans le périmètre de l'institution qui les a collectées, par exemple. Et ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire de l'analyse et le résultat qu'on obtient de ces analyses, on pourra les publier et on s'assure que dans le processus de calcul, on ne puisse pas fuiter des informations relatives à des individus dans le jeu de données. Donc, c'est ça le nouveau paradigme qu'on essaye que la recherche ou les développements des techniques essayent d'aller vers ce type de solution. Et un des outils qui est utilisé pour le faire, c'est ce qu'on appelle la confidentialité différentielle. Donc, la confidentialité différentielle, ça va être un outil théorique qui permet de bien caractériser les risques de vie privée qui sont associés à la publication de données, à la publication de résultats calculés sur des données privées. Donc, de manière formelle, pour la définir, il faut comprendre une notion qui est ce qu'on appelle des jeux de données adjacents. Euh, on va dire que deux données sont adjacents s'ils sont différents que par l'ajout ou le retrait d'un individu. Et on dirait donc que un mécanisme qui opère sur des données privées préserve la confidentialité différentielle. Lorsqu'on va l'appliquer, ce mécanisme sur un jeu de données, le résultat qu'on observe soit approximativement le même, qu'un individu soit présent ou pas. Donc, si par exemple, je prends la confidentialité différentielle et je fais une estimation du nombre de personnes qui a des yeux de couleur bleue, par exemple, dans la population québécoise, normalement, je devrais pouvoir avoir un résultat qui ne dépende pas de la participation d'un individu quelconque dans la population. Donc, si par exemple, on sait que David, il a des yeux bleus, normalement, la présence ou l'absence de David ne devrait pas être inférée à partir du résultat. On devrait avoir approximativement le même résultat qu'un individu ait participé ou pas. Donc, c'est ça le principe général de la confidentialité différentielle. Maintenant, en pratique, comment on l'applique? On va essentiellement donner cette propriété à des fonctions qu'on va appliquer sur nos données. Donc ici, je vais regarder des fonctions qui vont être des fonctions à valeur numérique. Je prends mon données en entrée et je renvoie une donnée numérique. Ça peut être, je renvoie
la moyenne des salaires. Par exemple, ça peut être, je renvoie le nombre de personnes qui habitent dans telle région, etc. Donc, si vous pouvez exprimer votre requête de cette façon-là, donc il y a une façon qu'on peut utiliser, donc, le fait que la fonction qu'on calcule garantisse la confidentialité différentielle, au sens qu'il camoufle la participation individuelle de chaque personne dans le jeu de données original. Donc, l'idée, c'est comment on fait pour obtenir un algorithme ayant cette propriété-là. L'idée générale, c'est de calculer la vraie. On sait qu'on, normalement, si on oubliait qu'on n'avait pas de contrainte de vie privée, on calculerait essentiellement la vraie valeur. Donc, combien de personnes habitent, par exemple, dans le quartier, dans ce quartier-ci, par exemple, on aurait le vrai résultat. Cette fois-ci, au lieu de publier le vrai résultat, on va publier une version bruitée de ce résultat-là. Donc, il faudrait qu'on soit capable de savoir quelle est la quantité de bruit qu'on rajoute, où est-ce qu'on va intégrer ce bruit dans le processus d'anonymisation et quelle erreur ce bruit va introduire. Donc, idéalement, qu'on soit capable de quantifier le bruit, étant donné la fonction qu'on veut calculer sur le jeu de données. Donc, donc, pour faire ça, il y a une notion essentielle qu'il faut comprendre, c'est la sensibilité de la fonction qu'on utilise. Ici, je vais donner un exemple de sensibilité, c'est ce qu'on appelle la sensibilité globale. Donc, c'est cette valeur qui va nous donner la quantité de bruit qu'on peut utiliser. Enfin, on va devoir, c'est cette mesure qui va nous donner comment on pourra bien calibrer le bruit qu'on fait. Donc, la sensibilité va nous permettre de répondre à la question de comment un enregistrement particulier peut affecter la valeur d'une fonction qu'on a calculée sur le jeu de données. Donc, ici, la sensibilité globale, ce qu'elle fait, c'est elle va prendre deux jeux de données, un qui contient l'individu que je veux protéger, un qui ne contient pas l'individu. Et je vais voir si j'applique ma fonction sur ces deux jeux de données, de combien va varier la sortie. Donc, si je prends l'exemple de compter le nombre de personnes ayant les yeux bleus, par exemple, qu'un individu soit présent dans un jeu de données ou pas, au maximum, la différence du comptage va être de 1. Parce que je peux remplacer l'individu par un autre individu qui a les yeux bleus, donc j'aurai le même compte. Et au pire, la nouvelle personne que j'ai mis, il n'a pas les yeux bleus, donc le compte va baisser de 1. Mais quand je fais la différence, c'est de 1. Donc, c'est important ici, quand le gros défi qu'on va avoir quand on veut implémenter la confidentialité différentielle, un des défis serait de savoir comment avoir cette estimation-là de comment je génère mon bruit. Donc, pour la fonction de comptage, vous voyez que c'est simple, mais pour certaines formes de fonctions, c'est plus compliqué. Si je demande de calculer la médiane, par exemple, ça va être compliqué. Pour certaines fonctions, c'est indépendant du jeu de données. Pour d'autres, ça va être dépendant du jeu de données. Donc, il y a des complexités à ça. Donc, c'est là que le métier et l'expertise va se développer. Un des endroits où ça va se développer. Maintenant, je sais que j'ai l'outil qui me permet de quantifier comment je rajoute le bruit pour camoufler la contribution individuelle d'un individu. Un exemple de mécanisme qu'on peut avoir, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de Laplace. Donc, il est très simple. Je prends mon jeu de données, je sais quelle est la fonction que je vais avoir, par exemple, le comptage. Je vais essentiellement calculer la vraie valeur, puis je vais générer de façon aléatoire une valeur en suivant la distribution de Laplace que j'ai calibrée avec ma sensibilité. D'accord? Donc, ça va me donner un nombre aléatoire que je vais rajouter au résultat exact et je publie le nouveau résultat qui combine ces deux. Donc, à la fin, je publie un résultat qui est aléatoire, mais qui est fait de sorte à ce que je puisse avoir des bonnes garanties en termes de protection et des bonnes garanties en termes d'utilité. J'essayais de faire de mon mieux pour expliquer la confidence. Je ne sais pas si j'ai perdu du monde avec la définition de sensibilité. Non, 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 ça c'est pour la confidentialité différentielle. OK. Donc voilà, c'est un outil. Donc là, je l'ai expliqué, mais en pratique, en Python, par exemple, si vous développez en Python, ça prend une ligne de code. Si vous connaissez la sensibilité de la fonction, ça devient facile de bruiter le résultat original pour avoir un résultat qui respecte la confidentialité différentielle. Donc, c'est un outil qu'on peut utiliser maintenant pour faire ce changement de paradigme qui va être, plutôt que de prendre des jeux de données et de les transformer de sorte à ce qu'ils aient le cas anonymat ou la diversité, on oublie tout ça et on se dit, on ne va pas publier jeux de données, on va plutôt publier des résultats sur notre jeu de données. Et pour publier ces résultats, on va d'abord les calculer en vrai et puis les bruiter d'une certaine façon. Donc, la confidentialité différentielle nous donne l'outil pour bruiter les résultats.
Alors, maintenant, je vais faire la deuxième partie où on va revenir sur les enjeux de publication de données et parler des données de mobilité en particulier. Donc, dans la présentation précédente, vous avez su que les données de mobilité sont des données qui ont un fort pouvoir d'inférence. Mais c'est des données qu'on produise massivement chaque jour. Donc, il y a des enjeux de vie privée à ça parce que, essentiellement, on peut associer ces données à une identité. Et dans la mesure que ces données vont exister dans les bases de données, les attaquants pourraient les utiliser pour apprendre des choses sur les individus. Donc, je vais présenter ces risques. Donc, la première raison pour laquelle on doit protéger les données de mobilité, c'est parce qu'ils ont un fort pouvoir d'inférence. On a déjà parlé de ça tout à l'heure. Donc, l'une des premières études qui a formellement évalué ce pouvoir d'inférence, ça a été fait. C'est l'article que je présente ici. Ils ont montré qu'en utilisant, si un adversaire connaît 4 localisations d'un individu, il est capable de prédire, euh, en fait, si on prend n'importe quel individu dans la population, donc on connaît au moins 4 points, on est capable pour 90%, 95% de ces individus, de les identifier de manière unique. Ça veut dire qu'on est unique dans notre façon de bouger. Donc, si on arrive à obtenir juste 4 informations sur 4 points importants que vous avez pris dans une journée, ça pourrait être un identifiant unique dans la population. Donc, ça, c'est la première raison pour laquelle il faut les protéger. La deuxième, c'est que c'est des données qui sont captées, qui sont publiées de façon massive et qui sont aussi captées de façon massive par les applications. Donc, c'est une étude assez vieille maintenant, mais qui montre que, bon, pour différentes applications, la fréquence à laquelle ils utilisent cette information-là. Donc, des applications que, a priori, ne sont même pas des applications qui devaient utiliser la localisation, collectent à une fréquence très élevée et nous donnent une localisation. Donc, c'est important qu'on puisse. Donc, on sait qu'il y a un risque important parce que ces données sont collectées en grande quantité. Donc, la forme générale d'une donnée de mobilité, ça va être, comme tout à l'heure, j'ai présenté les différents éléments. On va avoir des identifiants directs. On va avoir la succession de points qui va représenter un peu les coordonnées spatio-temporelles de l'individu. Donc, on sait que l'individu a été à tel endroit à telle heure et on va collecter ça avec une granularité assez fine. Et c'est ça qui va constituer la trajectoire de l'individu. Et on pourrait potentiellement aussi avoir d'autres attributs associés à ce jeu de données, comme par exemple, ici, on a le sexe de la personne, on a le métier, on a d'autres métadonnées qui sont associées. Donc, à partir d'une donnée qui est à ce format-là, un attaquant peut apprendre plusieurs choses. Donc, la première, c'est l'identification de points d'intérêt. Ensuite, on peut prédire les déplacements d'un individu. Je vais expliquer tantôt ce que c'est qu'un point d'intérêt en détail. On peut aussi apprendre la sémantique des localisations et des mouvements d'un individu. En supposant que ce soit un jeu de données qui a été anonymisé par une technique donnée, l'attaquant pourrait aussi le désanonymiser, peut chaîner l'individu à travers différentes bases de données, reconstruire son réseau social ou prédire des attributs démographiques de l'individu à partir de données de trajectoire. Donc, le POI, c'est juste un point d'intérêt pour la personne. Ça peut être son lieu de travail, ça peut être là où il achète du pain le matin, ça peut être la station de transport public qu'il emprunte pour aller, par lequel il commence sa journée. Donc, ça va être identifié par une coordonnée, donc ça va être identifié par une localisation, donc une longitude, latitude, par exemple, dans ce cas. Et puis, on pourrait rajouter une sémantique additionnelle qui sort de métadonnées qui peut être associée. Ah, ça peut être obtenu de différentes façons. Donc, ici, je donne des bases de données de connaissances externes. Mais ça peut être aussi par des questionnaires. Mais on peut utiliser des heuristiques aussi simples. En observant la trajectoire d'un individu, on peut essayer de prédire certains points d'intérêt. Donc, en utilisant ici, par exemple, l'heuristique qu'on appelle le begin-end, qui va simplement exploiter le fait que un individu va toujours avoir tendance à commencer à terminer une journée à sa maison. Donc, si on prend une trajectoire qui contient plusieurs enrichissements avec le temps associé, on peut faire des fenêtres sur chaque journée et regarder quelle est la localisation, la dernière localisation avant minuit, par exemple. Et on peut voir que pour une grande partie de la population, ça serait le domicile de la personne. Donc, en exploitant ce type d'heuristique, on est capable d'identifier certains points d'intérêt. Pareil pour le travail, pour la plupart, ça pourrait être l'endroit où la personne est le plus mobile pendant la journée.
Donc, pour une grande partie de la population, ça pourrait être une bonne heuristique aussi. Donc, il y a ces différentes techniques qui permettent d'inférer le POI. L'autre chose que l'attaquant peut inférer, une fois qu'il a extrait les points d'intérêt, il peut aussi créer un graphe comme ça, donc une chaîne de Markov qui peut lui donner une idée sur comment la personne se déplace. Donc, c'est ce qu'on appelle le graphe de mobilité. Ça va dire, à partir d'un POI à un instant donné, quelles sont les chances que l'individu se rende à tel ou autre endroit. Donc, l'attaquant pourrait comme, avoir ce type de modèle. Je vais finir par montrer quelques méthodes qu'on peut utiliser pour protéger contre différentes attaques qui vont cibler la mobilité des individus. La première, c'est de réutiliser les vieilles méthodes d'agrégation, sauf si cette fois-ci, on va les adapter. On va les adapter au contexte de la localisation. Donc, on va faire une agrégation spatio-temporelle, donc à la fois la localisation et le temps. Donc, ici, vous voyez, on divise le temps en des fenêtres de temps. Les localisations, on va aussi créer des blocs. Et puis, à partir de là, on peut faire des généralisations. Donc, on peut changer aussi la façon dont on a fait l'échantillonnage. On peut ajouter des faux enregistrements. Il y a aussi des méthodes qui sont basées sur l'IA génératif maintenant pour générer des données, de nouvelles données. Euh, Là, si on regarde, en faisant ça, on regarde généralement que l'anonymat comme propriété à protéger, mais on pourrait être aussi intéressé à garantir la non-chaînabilité, c'est-à-dire rendre impossible la possibilité de suivre le déplacement d'une personne. Donc, pour ça, on utilise des outils comme les mix zones, où on va changer l'identifiant d'un individu quand il passe à travers différentes zones géographiques. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que si l'attaquant avait une connaissance sur l'individu, qu'il ne soit pas capable de tracer toute sa mobilité. Donc, après, on a des variantes du cas anonymat. Ici, on a ce qu'on appelle donc, c'est une extension du cas anonymat qui va essentiellement faire pour que à chaque unité de temps, chaque individu doit se trouver dans une zone où il y a au moins K moins un autre individu. Donc, à chaque unité de temps, on doit s'assurer qu'un individu n'est jamais dans un endroit où il est tout seul. Si on arrive à transformer un jeu de données comme ça, on dirait qu'il doit apporter le cas anonymat. Puis, c'est beaucoup plus complexe dans le contexte de mobilité. Donc, on va regarder aussi d'autres aspects de trajectoire. Donc, ici, c'est une variante du cas anonymat qu'on appelle le cas delta, qui va vouloir grouper les trajectoires. Il faut que chaque trajectoire soit proche de K moins un autre trajectoire avec un rayon donné. Puis, il y a des variantes plus avancées qui vont exploiter la connaissance que l'attaquant peut avoir sur un segment de la trajectoire. Maintenant, l'attaquant peut savoir que chaque jour, David, il fait toujours domicile. Je sais pas, il va déposer d'abord ses enfants dans leur école avant d'aller au boulot. Donc, c'est une connaissance que l'attaquant, il sait. Donc, on va supposer qu'on connaît, on va modéliser cette connaissance dans notre génération. Donc, ici, c'est le cas tau epsilon. On va supposer que l'attaquant a observé la trajectoire sur une durée et qu'il a une capacité à inférer le prochain mouvement d'un individu. Et en utilisant toutes ces informations, on va garantir le cas anonymat. Donc, il y a toutes ces variantes-là qui ont été créées. Au final, à mesure qu'on a commencé à faire des attaques sur ces variations-là, on a prouvé qu'ils avaient les mêmes limitations que les méthodes basées sur le cas anonymat ou des données classiques c'est-à-dire que il y a le paramètre K qui va définir l'indistinguabilité qu'on a, qui reste un problème. On sait qu'on n'est pas capable de modéliser un attaquant de manière formelle. Et puis, on a également un enjeu sur les attaques de composition, c'est-à-dire l'attaquant va pouvoir observer plusieurs publications du jeu de données. Et donc, il y a eu des études sur l'application de la confidentialité différentielle sur le domaine de la mobilité. L'une des premières applications, c'est juste la publication des points d'intérêt. Donc, ici, on ne va pas publier les données de mobilité en soi, on va juste publier les points d'intérêt. Donc, ici, on va juste rajouter du bruit, mais c'est des variantes du Laplace, par exemple, dans le contexte spatio-temporel. Puis, des méthodes les plus récentes, ils vont essentiellement créer des structures qui vont être perturbées par la confidentialité différentielle et qu'on va utiliser pour ensuite générer des données synthétiques. Donc ici, je donne un exemple où on prend le jeu de données privé de trajectoire
on va calculer des distributions, des localisations, des distributions des trajets, etc. On va bruiter toutes ces distributions-là et on va obtenir un nouveau jeu de données de structure. Et ce jeu de données va être ensuite utilisé pour générer des données synthétiques. Donc, il y a d'autres variantes que je mets aussi dans mon slide. Tout ça, je vais m'arrêter là. Je vais prendre des questions. Nos deux prochains présentateurs et présentatrices vont parler des techniques d'anonymisation, mais en pratique. Donc, comment ça se concrétise chez eux. Donc, le premier est Vincent Dionne, qui travaille à la STL, la Société de transport de Laval. Il est chef de l'équipe exploitation des données massives qui a pour mission la mise en valeur des données issues des différents systèmes embarqués dans le but d'améliorer la performance des différents services de la STL et d'améliorer l'expérience client. Il va aujourd'hui nous parler des enjeux reliés à la loi 25 que la STL rencontre dans ses services. Dans quel état d'esprit je me trouve devant vous aujourd'hui? Merci aux deux premiers présentateurs. C'était fort intéressant. Puis je voulais dire merci à M. Legré de m'avoir invité parce que moi, j'aime ça, les choses complexes. Quand je m'ennuie un peu dans le quotidien, j'avais besoin de me trouver des nouveaux défis. Et là, j'ai plongé dans la question de la loi 25. Évidemment, à la STL, on a été formés. Loi 25, FDP, etc., tout ça. Mais là, pour préparer cette présentation-là, vous partager une tranche de vie sur comment on vit ça à la Société de transport de Laval. J'ai réalisé la complexité, puis à chaque papier, ressource que je trouvais, j'en apprenais plus. Puis je pense que cet après-midi, j'en ai encore appris d'autres choses. Donc, si je fais des erreurs, ben, pardonnez-moi. Mais je pense que mon propos est quand même intéressant suite aux deux, je dirais, présentations préliminaires qui introduisent très bien les enjeux que l'on fait face. Donc, sautons tout de suite dans le vif du sujet. Évidemment, on est un réseau, on est un exploitant d'autobus à la Société de transport de Laval. Puis nos autobus, ben, ils n'ont pas juste quatre roues puis un volant, ils ont aussi toutes sortes d'équipements. Des compteurs de passagers, des boîtes de perception, des boîtes de paiement pour la carte de crédit, paiement comptant, capteur GPS, 1, 2, 3, 4 dans le véhicule. Il y a de la télémétrie, il y a de l'information, de communication avec les feux, etc., etc. Bref, notre rôle dans l'équipe, c'est de ramasser cette information-là et ramasser des autres sources de données, des données externes, sondages, enquêtes, recensement canadien, les fournisseurs les données qui peuvent provenir de fournisseurs de données de mobilité, les données ouvertes, etc. Qu'est-ce qu'on veut faire avec tout ça? Bien, évidemment, on veut travailler pour le bien commun, on veut travailler pour le transporteur public, pour le bien public. On veut offrir un service optimal, efficient, avec une bonne expérience client. Puis je pense que si vous avez suivi un peu l'actualité présentement, vous êtes tous d'accord pour dire qu'on a des grands défis, on nous en demande encore plus. Puis évidemment, les données sont au cœur de ça. Si on veut faire des interventions ciblées qui ont le moins d'impact sur la clientèle, ça nous prend de la donnée. Donc, nos données, c'est un diamant. Une fois qu'on les a travaillées, on peut voir toutes sortes de choses, on peut répondre à plein de questions. C'est vraiment une ressource, un actif qui est stratégique pour l'entreprise. Et là, j'avais un doute. J'ai dit, là, si on parle de loi 25, le risque, c'est quoi? C'est de se retrouver avec un diamant en forme de cube, qui est toujours un diamant, ça a une certaine valeur, mais on vient de perdre toute la finesse, tous les angles qui nous permettent de répondre à des questions. Donc là, la question, c'est comment on peut continuer à tirer un maximum de notre information tout en réussissant à masquer les facettes qui touchent la vie privée, mais sans dénaturer l'information qui nous permet de réaliser notre mission. Là-dessus, après la présentation de M. Ulrich, je suis assez convaincu que là, il faut faire attention parce que si on applique toutes ces formes d'anonymisation, il y a un risque de se retrouver avec cette information-là. Là, je partage avec vous des réflexions cette après-midi. Donc là, on parle de loi 25. Le premier réflexe, c'est de dire on est un transporteur public.
On a besoin d'avoir l'information nominative. Est-ce qu'on a besoin de connaître nos clients pour offrir le service? Non. Hein? On fait des arrêts, on embarque les clients, on n'a pas besoin de connaître leur nom, pas besoin de connaître leur adresse. Évidemment, je fais abstraction du transport adapté, pas besoin de connaître leur dossier médical, etc. On embarque des gens de manière anonyme, on les transporte et voilà. Franchement, à la base, il n'y a pas d'enjeu. Par contre, ça fait 30 ans, 40 ans peut-être, qu'on enseigne aux planificateurs en transport que le NEC plus ultra de l'information de planification, c'est l'itinéraire totalement désagrégé. Totalement désagrégé. C'est quoi l'itinéraire totalement désagrégé? J'ai fait exprès pour prendre une vieille capture d'écran pour vous montrer que ça fait longtemps qu'on enseigne ça. Ben, en fait, c'est la représentation très fine d'un déplacement d'un individu qui fait partie d'un ménage, de la sortie de son domicile jusqu'à l'accès à son arrêt d'autobus dans le cas où c'est un déplacement par transport en commun. Puis ensuite, toute la progression jusqu'à sa destination. Si on a ça, d'un point de vue conceptuel, on a tout ce qu'il faut pour planifier, caractériser la demande, modéliser, mesurer des projets, faire du marketing. Bref, on vit ça. Puis pour ça, on a plusieurs sources de données, enquête OD, carte à puce, GPS. On va en discuter un peu. Évidemment, là, j'ai mis un point d'interrogation parce que je me disais, oh, je pense on est tous d'accord pour dire que ce niveau d'agrégation-là d'informations, évidemment, euh, ça contient des renseignements personnels, puis je vais pas répéter. On va aussi discuter la question de dépersonnalisation versus anonymisation. J'ai adoré la première présentation. Je n'avais pas compris cette nuance-là de toute l'espèce de spectre. On a parlé du spectre. Puis en fait, je pense que c'est là où il faut aller, c'est de trouver l'équilibre dans ce spectre-là entre dépersonnaliser, anonymiser, puis en fonction de l'utilité, puis on va y revenir. Donc, il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser. Évidemment, l'examen des facteurs relatifs à la vie privée, le FVP, pose toutes les questions. On est en train de cribler toutes les informations dont on dispose à la STL pour les passer au travers de ces questionnaires-là. Mais je vais essayer de résumer mon propos en disant la question la plus importante, on en a parlé un peu, c'est l'utilité. À quoi ça nous sert, évidemment? Il faut quand même faire la démonstration que comme planificateur, on a besoin de l'information pour réaliser notre mission. Puis à la base, c'est ça, parce que si on ne le fait pas, pourquoi utiliser des données qui pourraient avoir une information, un renseignement personnel? Puis ensuite, ben, trouver l'équilibre. Puis ce que je vous propose, c'est de réfléchir ensemble sur ces ensembles de données-là au niveau de l'équilibre qu'on souhaite atteindre. Donc, les enquêtes origine-destination. L'enquête origine-destination nous permet, par sondage, à chaque 5 ans, de sonder 4 % de la population pour aller chercher l'information qui est la plus proche de notre itinéraire totalement désagrégé. Donc, on va sonder un ménage, les personnes, puis on va leur demander quel déplacement ils ont fait dans la journée, que ce soit peu importe le mode. Et évidemment, on va une base de données qui est extrêmement importante pour toute la planification dans la région. Là, j'ai fait exprès, j'ai dit, a priori, la seule façon d'identifier une personne indirectement, c'est via le XY du domicile. J'imagine que c'est pas aussi simple que ça. Puis, évidemment, je pense qu'après les deux présentations, vous allez me dire, probablement pas. Si on s'en va dans toutes les possibles attaques, on serait sûrement capable de dire qu'il faut absolument tout brouiller ce qui est là-dedans si on veut éliminer toute forme d'attaque possible. Probablement. C'est probablement possible d'anonymiser, mais la question, c'est jusqu'à quel niveau, justement, on veut aller anonymiser en fonction des besoins, puis, je le répète, en fonction de ce qu'on souhaite faire avec ces données-là. Puis, évidemment, pour un opérateur, par exemple, d'autobus, où on doit positionner des arrêts, regarder des corridors, puis tout ça, pour garder un certain niveau de résolution spatiale. Donc, c'est là où la discussion devient intéressante, jusqu'à quel
point je peux agréger mes données versus le niveau de résolution que j'ai besoin euh, pour faire mes analyses. L'autre source de données qu'on utilise beaucoup, c'est la validation de carte à puce. Là encore là, je vais peut-être dire une obscénité, là, mais à la base, un enregistrement de carte à puce est un enregistrement qui m'apparaît dans l'échelle, dans l'aspect complètement anonyme. Pourquoi? Parce que ce que ça nous donne, c'est un numéro de carte qui est brouillé. Il ne nous permet pas de l'associer à aucun compte client ou quoi que ce soit. Ça nous dit qu'une carte a validé à une certaine heure dans un autobus. Évidemment, c'est merveilleux parce que ça nous permet de mesurer toutes sortes de choses. Donc, l'achalandage à bord des véhicules, mais aussi des séquences de déplacement. Encore là, on a parlé de séquences d'embarquement. À partir de ça, il y a eu la recherche qui a été faite, là, des papiers sur la valorisation des cartes à puce. Là, vous allez en trouver des dizaines et des dizaines. Puis la conclusion, c'est que grâce à ces données-là, on est capable de reproduire des kits de données qui seraient l'enquête ultime, parce qu'au lieu d'avoir, par exemple, avec l'enquête OD, des enquêtes à chaque 5 ans, on aurait des enquêtes en continu parce que ces données-là sont récupérées à tous les jours. Merveilleux. Et en plus, ben, les chercheurs qui travaillent dans la valorisation de ces données-là nous ont démontré qu'il était possible en croisant avec des données, par exemple, de recensement ou de domicile, puis tout ça, d'éclater autour des arrêts pour retrouver ou estimer un lieu de domicile, estimer un arrêt de descente, estimer un lieu d'activité, estimer un motif de déplacement, etc., etc. Mais tout ça à partir d'un seul et unique enregistrement réel qui est un arrêt de montée, puis un arrêt de descente. Finalement, on est capable de synthétiser des activités des personnes de ménage qui reproduisent statistiquement des observations provenant d'autres sources de données. Donc, en fait, on en a parlé un peu. On rejoint le concept de population synthétique. Là, mon propos aujourd'hui, c'est simplement de dire que à partir d'une donnée, on est capable de recréer des déplacements, des activités qui, au final, sont calées sur des statistiques réelles récoltées dans différents sondages, mais qui nous permettent de garder le niveau de granularité qu'on veut avoir quand on fait notre planification. Puis ça, ben, évidemment, il y a beaucoup de recherches en cours. M. Rich en a parlé. Ça a beaucoup de potentiel, mais d'un point de vue, je dirais, STL, d'un point de vue, je dirais, milieu industriel, c'est beaucoup de complexité à implanter ça en continu dans nos systèmes d'information. Donc, entre, il va y avoir beaucoup de travail à faire pour y arriver. Là. Je vais passer vite. Les autres données, on parle de traces GPS des véhicules, notamment en transport adapté, des données qui proviennent d'applications mobiles, les enquêtes. On a parlé du cas de Montréal Trajet qui recueillait des données GPS à partir de l'application qui est installée pour faire l'enquête. Je pense que ça a été abordé déjà. Je dirais juste qu'aujourd'hui, je dirais, au niveau de la STL, puis de manière générale, avec les FVP, on est beaucoup mieux outillés minimalement pour sécuriser ces données-là, s'assurer qu'elles sont premièrement utiles, qu'elles sont sécurisées de la bonne façon en termes d'accès, qu'elles sont dépersonnalisées dès que c'est possible. Et je dirais anonymisation de base. On n'est pas encore rendu à appliquer des techniques au niveau d'anonymisation, d'anonymiser simplement dès que c'est possible de le faire. Quelques réflexions. Évidemment, je reviens là-dessus. Là, ça, c'est des discussions que j'ai eues avec ma conseillère juridique. Là. Justifier. Là, c'est en fonction de la valeur ajoutée. Si on ne s'en sort pas aujourd'hui, conserver des données qui nous servent à rien en se disant « Ah, ça serait le fun peut-être un jour. » C'est
ça va être questionné, c'est certain, surtout si le niveau de sensibilité est élevé. Puis je pense que mon deuxième point, ben, c'est le professeur au début qui a présenté toute la question du spectre, puis d'évaluation du niveau de sensibilité versus l'utilité, degré d'anonymisation. Je pense que c'est ce que je voulais dire, puis avoir vu la présentation, je l'aurais présenté sûrement comme ça. Notre grand défi, c'est de trouver justement jusqu'où on veut aller sans perdre le niveau de résolution qu'on veut. Euh, Évidemment, il y a toute la complexité de la technique d'anonymisation qu'il faut prendre en compte. On n'a pas des ressources illimitées. Comment on fait pour répondre à des questions des fois qui demandent une ou deux journées de travail sans mettre en place des techniques d'anonymisation qui vont demander 100 heures d'un programmeur pour la réaliser. Fait qu'il y a tout cet équilibre-là qu'il faut trouver. Puis finalement, ben, il y a toujours le potentiel d'utilisation future. Est-ce qu'on est capable de mettre les données de manière sécurisée à un endroit en se disant qu'éventuellement, ça pourrait répondre à des besoins? On est les besoins évoluent toujours. On peut toujours avoir des nouvelles questions. Là, j'avais mis ici, est-ce qu'on peut anonymiser, mais garder une clé dans le cryptage qui nous permet de déanonymiser au besoin si il y a des nouvelles questions qui nous le permettent. Ça, c'est le genre de choses. Mais là, on se comprend, là, on n'est pas dans le domaine des données publiques, on est dans le domaine des données qu'on utilise à l'interne à la STL. Ce pas des données qui vont être diffusées grand public. En conclusion, j'ai une citation là, qui provient d'un commissaire à la protection de la vie privée, là, date déjà de plusieurs années. Mais l'idée derrière ça, c'est de profiter des avantages de la technologie dans l'intérêt public tout en préservant leur droit à la vie privée. Puis, je pense que le message, c'est, d'un point de vue d'une entreprise publique, c'est ça. Là, je pense qu'il faut être exemplaire, même avec nos données non publiques. Il faut être exemplaire dans la protection des renseignements personnels, mais en même temps, c'est un actif stratégique, donc il faut trouver une façon de rester compétitif. Hein? De la STL, c'est compétitif, notamment versus l'auto. Pour ça, ça nous prend des bonnes données de qualité, donc il faut trouver un moyen de conserver ces données-là pour y arriver. Évidemment, on veut contribuer à des projets de recherche. Puis, c'est ça, trouver l'équilibre des données sans les dénaturer. Et là, hier, en faisant mes recherches, je suis tombé là-dessus. C'est ma dernière slide. Pour vrai, là, en fin de journée, je dis, est-ce que c'est déjà prévu? C'est un article de la loi qui modifie, en fait, qui alloue une exception à un organisme public pour utiliser des renseignements personnels de manière dépersonnalisée si l'objectif ou le but, c'est d'évaluer la performance, de mesurer la qualité des produits et des services offerts dans une perspective d'amélioration continue, de servir l'intérêt du public. Je trouve ça drôlement intéressant parce que c'est exactement ça qu'on veut faire. Et c'est comme s'il y avait une disposition dans la loi, puis là, je ne suis pas un expert, mais c'est comme s'il y avait une disposition dans la loi qui nous autorisait à travailler avec un niveau d'anonymisation qui était moindre dans le spectre sans consentement. Donc ça, c'est drôlement intéressant. Puis j'ouvre là-dessus le débat en vous disant, évidemment, merci. Et la protection de la vie privée, c'est notre prière à tous. Notre dernière présentatrice du premier panel est Stéphanie Pamdang, qui est bibliothécaire à l'Université de Montréal dans la direction du soutien à la réussite, à la recherche et à l'enseignement. Et elle est en charge de la gestion des données de recherche. Elle va ainsi parler de ses implications dans la loi 25 dans ce contexte. Alors, j'ai le défi de parler pour les dernières 15 minutes, puis vous avez tout le temps à la pause, où il y a de nombreuses questions qui patientent. Alors, c'est ça, je suis dans le panel 1.
Alors, je vais vous parler des données de recherche à l'Université de Montréal. Quand même avec le cœur de juriste que j'ai et que je ne peux pas me défaire parce que j'ai quand même passé 13 ans à la bibliothèque de droit avant de prendre ce nouveau mandat à l'Université de Montréal. Alors, je vais vous expliquer le contexte des données de recherche en milieu universitaire. C'était pas prévu, mais peut-être pendant la période de questions, je vais parler d'un exemple de F. Oui, c'est ça. De données détenues par l'organisation publique qui va donc être utilisée à des fins de recherche sans le consentement des personnes concernées. Bon, il y a du monde ici, là, dans le public, pour en parler davantage, mais j'ai un exemple en tête. C'est ça. Aujourd'hui, je préfère mettre mon chapeau de bibliothécaire parce que je ne suis pas dans le panel 2, mais bien dans le panel 1. Alors, je refuse de parler d'enjeux. Hein? Ça, c'est pour des décisions cruciales à faire. Et puis, comme on parle toujours d'attaque, d'adversaire ici, ben moi, je suis juste une fantassine en action, dans les tranchées, Vincent, dans la boîte et dans les poux, OK? Donc, je parle de défis, c'est-à-dire que pour ceux et celles qui me connaissent déjà, je refuse le non, hein, jusqu'à temps que j'ai un oui, là. Alors, j'essaie d'être innovante et créatrice et maladroite aussi, mais bon, c'est toujours de bonne foi. Ensuite, pour les normes, ben ça, je m'attends au panel 2 de me l'expliquer. Ulrich, le prof d'avant, en a parlé. Il y en a plusieurs ISO que je ne connaissais même pas, alors merci. Mais je vais parler des pratiques actuelles. OK? Et ma recherche empirique, là, elle n'est pas tout à fait rigoureuse parce que tu m'as donné 1 mois de préavis hein, pour être sur le terrain. D'accord? OK. Donc, on y va. C'est quoi la gestion de données de recherche? OK? Alors, bon, ça a l'air vraiment technique, là. Je ne sais pas s'il y a des chercheurs ici, là. Tout le monde va me dire, ah, c'est encore une autre tâche supplémentaire, comme si j'en ai pas assez. C'est vrai. Mais en essence, OK, c'est pour votre intégrité intellectuelle, OK, pour la transparence de vos recherches, des fins de reproductibilité et surtout, ben, tout simplement pour bien gérer votre projet. Et surtout si vous êtes plusieurs. Bon, c'est sûr, quand vous êtes tout seul, vous et vous, ben, je veux dire, il y a toujours place à l'amélioration, n'est-ce pas? Fait que juste pour ça, c'est à ça que je sers, OK? Pour vous faciliter la vie. Bon, on m'a demandé de parler de l'anonymisation. Ça fait partie d'un volet de ce que j'appelle la GDR, donc gestion de données de recherche. OK? Nous, c'est comme, c'est comme la patate chaude, là, des données sensibles. Donc, il n'y a pas juste des données de participants humains, évidemment, mais aujourd'hui, je vais juste parler de ça parce que c'est ça que Vincent m'a demandé. Alors, ça s'exprime dans 3 étapes de la gestion de données de recherche. Okay? Il y en a d'autres, là. On en parlera si vous voulez pendant le cocktail. Il y a la phase du stockage des données actives durant la recherche. Bon, mes prédécesseurs ont dit que c'était des données effectivement non publiques. Ça reste entre le chercheur et son équipe. Ensuite, le but ultime de faire de la gestion de données de recherche de nos jours, c'est de partager les données finales. Okay? Une fois que la recherche est terminée, on veut encourager la réutilisation pour d'autres projets. Okay? Et c'est là qu'on va déposer dans une autre forme de stockage qui est un dépôt de données que c'est moi l'administratrice, pardon, à l'UDF. OK? Alors, ben là, on a beaucoup parlé de données publiques hein, et l'approche très conservatrice de au moins savoir la méthode K anonymat. OK? Là, on va me dire, ah, mais dans le fond, tu travailles la science ouverte. Non, pas exactement. Guillaume Paris, ici aussi, pourrait me l'expliquer encore mieux que moi, n'est-ce pas? Je veux minimalement parler des données faibles. Et Vincent, qui pourrait en parler plus précisément. OK? Mais donc, il y a ça à considérer. Bon, alors, la chronologie, là,
parce que j'ai quand même un cœur de juriste. Donc, je disais, il y a minimalement un cadre de gouvernance. Okay? Parce que la GDR, ça existe depuis, je ne sais pas combien de temps, mais moi j'en parle et j'en parle depuis 10 ans. Et puis, c'est juste aujourd'hui que les gens ont le bâton pour comprendre la carotte, si je peux dire. Alors, en 2021, nos 3 organismes subventionnaires au fédéral ont décidé de donner un simili-bâton aux chercheurs. C'est-à-dire qu'ils ont imposé qu'ils font un plan de gestion de données. Ils ont imposé aussi les universités à avoir une stratégie pour la gestion de données de recherche. Et l'année d'après, ben là, on est allé évidemment avec l'éthique de la recherche avec des êtres humains. Donc, c'est là, avant même la loi 25, qu'on a commencé à parler du respect de la vie privée, la confidentialité. Et ça, ça concerne les chercheurs et leurs comités d'éthique respectifs. Bon, alors, il y a 1 an et quelques mois, donc, l'UDM n'avait pas le choix de rédiger donc sa propre stratégie. Et puis, donc, on est en train de mettre en œuvre des infrastructures, des services conseils. Vous avez un service conseil devant vous. Et puis, ensuite, ben, la fameuse loi 25 qui est entrée en septembre. OK, alors, en dehors de toute cette gouvernance macro, vous avez ce qui est tout, moi, ce que j'appelle dans le micro, là, les yeux de bibliothécaire, c'est les fameuses politiques maintenant des éditeurs. Alors, j'en ai pris une prestigieuse et connue, Nature, que vous connaissez tous. Donc, sa politique, c'est un bon exemple parce qu'elle est très, très détaillée, d'accord? Elle parle de même si c'est des données sensibles, donc participants, identifiables, humains ou pas, qu'il faut partager avec les restrictions appropriées. Et il faut vraiment que ne pas partager ces données-là soit le dernier recours. Bon. Dans certaines revues, là où la quantité de données est très, très importante et intéressante en réutilisation, comme par exemple la psycholinguistique, appliquée en plus, il y a vraiment une politique là, très sévère sur le package de réplication. Réplication, c'est quoi? C'est-à-dire que dans ces revues-là, si on soumet un article qui parle de notre analyse de nos résultats de recherche, eh bien, il faut fournir les données ou indiquer où est-ce qu'ils sont disponibles pour permettre la reproductibilité du projet de recherche. D'accord? Et si on ne respecte pas toute la checklist, là, bien là, automatiquement, OK, le rejet de votre article est administrativement fait. Okay? Donc, c'est un refus. Là. Ça prend ce package-là. Donc, ça, c'est un autre bâton pour les chercheurs. Parce que ce n'est pas toutes les subventions de recherche en ce moment qui demandent absolument un plan de gestion de données. Là, à date, le seul que j'ai eu, c'était pour les données en physique subatomique. Et ça, c'est très, très théorique, mais il y avait quand même des données et on s'entend, c'est pas humain. Bon, alors, si je reviens sur, ben, je voulais juste clarifier ça. Hein. Donc, on n'est pas rendu là. Mais par contre, avec les revues, on est déjà rendu là. Juste pour clarifier, à l'Université de Montréal, il y a désormais, avec la loi 25, plusieurs solutions de stockage. Comme je disais tantôt, si vos données sont actives, non publiques, s'ils sont finales, publiques, etc. Donc, on a ici plusieurs solutions selon le niveau de confidentialité de vos données. Bon. L'équivalent, ultimement, pour l'avancement de la science, c'est ultimement de partager dans un dépôt institutionnel. Donc, le nôtre, enfin, le PAN canadien, son petit nom, c'est Borealis.
Mais c'est donc un projet qui existe déjà dans d'autres milieux universitaires. En fait, c'est Harvard qui a développé ça en code libre, en code source libre ouvert. On appelle ça Dataverse. Donc, ce projet, ben, nous, l'Université de Montréal, on a notre propre Dataverse, d'accord? Où là, vous pouvez déposer les données pour les partager et en aval, vous pouvez en découvrir. Bon, évidemment, comme on est à la chaire L.R. Wilson, vous allez vous intéresser aux conditions d'utilisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déposer dans Borealis des données finales de recherche qui sont qualifiées de sensibles. Mais ils sont anonymisés. Ça, c'est possible, par contre. Alors, encore une fois, c'est certaines conditions. Et encore là, ben, c'est la fameuse métaphore du diamant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et bon, comment est-ce qu'on peut envisager en plus que ça soit réutilisable? Donc, ça m'amène au défi en anonymisation. Il reste combien de temps, Vincent? Il reste 3 minutes 30. Non. OK, alors, les défis, OK, je vais vous dire, la première chose que j'aime pas, c'est que j'ai un cœur de justice sociale aussi, là. Je suis un peu woke, là. En gestion de données de recherche, ben, c'est ça. Si on n'est pas tous des Ulrich, là, ici, eh bien, je sens qu'il y a une certaine fracture numérique qui se crée en ce moment à cet égard, OK? Et moi-même, je m'inclus dedans. Et donc, ça prend une certaine littératie numérique pour comprendre ces différentes méthodes. Et en plus de ça, comme je vous disais tantôt, on a différentes étapes de stockage pour nos données de recherche. Bon. Le dernier défi, c'est un peu la discussion que Vincent avait terminé en conclusion, d'accord? Donc, nous, à l'Université de Montréal, quand la loi 25 est tombée sur nous, eh bien, c'est les données administratives d'abord qui étaient la priorité. Hein? Parce que ben, c'est surtout ça le gros morceau, d'accord? Mais là, tranquillement, on réalise que les données de recherche qui sont aussi sous la responsabilité de l'université désormais, ont leurs propres défis et c'est vraiment des défis très contextuels. Alors, j'ajoute une couche de défis par rapport justement à cette réalité des données de recherche versus nos données administratives qui, eux, ont déjà quand même eu pas mal dans l'histoire de la loi 25 depuis son entrée en vigueur. Juste pour vous donner une idée, là, il y a beaucoup de variables contextuelles à tenir compte pour la recherche académique. On n'est pas juste dans une industrie où c'est les clients d'un transporteur, par exemple. On n'est pas... Évidemment, beaucoup d'exemples sont bons pour les patients dans le domaine de la santé, mais il y a plein d'autres cas de figure, qu'il ne faut pas négliger. Là, écoutez le woke en vous. Là, par exemple, une recherche effectuée dans une zone active où il y a un conflit dans un autre pays. Il y a toutes sortes de questions à se poser à ce moment-là. Guillaume a les meilleurs scénarios que moi, là, Guillaume Patrick. Hein? Mais merci à Jonathan de les avoir fournis. Ou bien sinon, justement, on observe des enfants donc en classe de 3e année et là, on ne peut pas flouter leur visage. Ça vient, hein, ça prenait un thé. Moi, je ne savais pas. Donc, ça aussi, ça apporte d'autres défis. Bon, alors, certaines politiques, ils vont vous dire, ben là, juste barrer les yeux, c'est pas de l'anonymisation, tout ça. Et là, mon lien ne fonctionne pas, là, mais inquiétez-vous pas, c'est nature. OK, là, je me dépêche. Donc, la nature des données qualitatives, on n'en a pas parlé à date. OK, mais à date, j'ai appris beaucoup de choses sur les données quantitatives. Bon, alors, je ne vais pas répéter ce que mes prédécesseurs ont dit. Il y a l'équilibre du diamant. Merci, Vincent. Il y a toutes les approches possibles que Ulrich pourrait expliquer mieux que moi. Il y en a que, bon,
apparemment, on m'a dit que ça ne s'applique pas facilement en temps réel, comme le T-proximity. À tête de liaison, je ne vais même pas essayer de vous l'expliquer, Ulrich est là. Les algorithmes cryptographiques, ça aussi, il est là pour ça, mais tout ce que j'ai compris, c'est que c'est un vrai cauchemar de toute façon, parce que ça prend beaucoup de ressources, n'est-ce pas? Bon. Et la dernière chose que je vous dis, ben, ça, c'est le palais numéro 2. OK, donc, ça, je vais skipper tout ça parce que mes prédécesseurs en ont parlé, donc tant mieux. Bon, moi, je suis dans le concret. Alors là, je vais vous montrer un exemple de qu'est-ce que ça peut faire, la puissance du partage de données. D'accord? Alors là, j'ai un groupe là, vulnérable. J'ai pris le cas le plus illustrant possible. Donc, environ 1000 mères qui participent à cette étude causale pour tester le lien entre la réduction de la pauvreté et le développement du cerveau chez les très jeunes enfants. Donc, grosso modo, c'est quoi? C'est que ces mères-là ont accepté de se faire payer, OK? Pour, après ça, observer aussi le développement du cerveau de leurs enfants. OK? Donc, ça se passe aux États-Unis. Vous voyez, la collecte de données, elle est longitudinale. Dire on va les suivre de leur naissance jusqu'à l'âge de 8 ans. OK? En ce moment, ils sont rendus ici, là, déjà, quand ils ont 4 ans. Tout le reste a déjà été partagé. Et ça, on parle depuis 2018. Il y a eu 16 000 téléchargements. Et ça, c'est des données d'une communauté très vulnérable. Donc, j'ai pris la peine de prendre beaucoup de captures d'écran, tout simplement parce qu'on est une gang de juristes, fait qu'on veut toujours savoir comment c'est bien écrit, là. Alors, ici, vous avez un exemple dans cette étude des identifiants. Okay? Il y a même des variables. Ici, vous avez aussi l'extrait très clair pour expliquer aux participantes comment leurs données vont être protégées dans un langage clair. Et là, ici, ben, vous pouvez déjà consulter les données sur leur site web. Alors, vous avez, ils ont tout partagé, okay? Tout. Là. Le codebook, qui est le dictionnaire des données, on voit là, les variables avec leur nom. Donc là, la mère, on lui a donné le prénom. Bon, ben là, déjà, on dit « Yes, there is an answer ». On n'a pas besoin de le savoir, OK? La même chose pour son nom de famille, « Yes, there is an answer ». Leur identifiant ici, vous verrez, ça ressemble à nos petits codicibles ici à l'Université de Montréal. Donc c'est quand même familier pour nous, n'est-ce pas? Bon, anonymiser en 3 étapes, ça, tout le monde le dit. Je vais juste ajouter le CALI dans tout ça. Ah oui, et puis je voulais juste vous impressionner, Ulrich, là, j'ai fait ma revue de littérature comme bibliothécaire. Hein, vous m'aviez demandé si c'était juré, j'ai dit non, je suis bibliothécaire avant tout. Et donc, 40 méthodes OK, pour les données en santé. Ça veut dire qu'à chaque fois, il y avait un adversaire. Là, il a réussi à attaquer la méthode. Là, la riposte des data scientists, c'était une autre méthode. Jusqu'à 40. Okay. Puis ça, attendez, là, c'est depuis 2023. Peut-être rendu en 2024, on est rendu à plus. OK? Et bon, là, pendant qu'il parlait, j'ai appris à résumer ça. Alors, merci, Ulrich, tu me corrigeras. Vous me corrigerez, pardon, on est rendu dans une communauté de pratique que je viens d'établir. D'accord. Et là, quelques conseils. Là, ça a été dit. Bon, le adding noise, là, je viens juste d'apprendre. Est-ce que c'est ça, la confidentialité différente? Oui. J'ai compris, moi aussi. Bon, super. Bon, et là, bon, mon cœur woke, comme je disais, là. Je veux simplifier cette tâche, je veux la rendre démocratisante. OK? Donc, j'ai regardé s'il y avait des outils qui pouvaient... Ouais, c'est fini? Oui. Bye. OK, j'ai fait un top 3. OK? J'ai fait un top 3. Bon.
Là, après ça, pour le Cali, là, OK, je voulais juste vous dire qu'on a tout le monde a parlé de quantité, mais personne n'a parlé de Cali, là. OK? Fait qu'il y a un dépôt qui existe sur la planète, là, qui ne porte sur que des données qualitatives. Et là, vous voyez, ça se fait à la mitaine, là. Genre, ça, c'est l'entrevue. Là, ça a tout été retranscrit. Puis là, on voit que dans le texte, tout ce qui est nom, région, ville, etc., âge, salaire a été retiré. Fait que, encore, essayez de chercher un outil pour vous faciliter la vie. Puis là, le UK Data Service ont un outil que je n'ai pas eu le temps de tester, mais il y a même une démo ici. Hein? Puis évidemment, à leur démo, il faut encore qu'ils parlent de Churchill. Commentaires personnels. Donc, voici les conseils. Voici donc le catalogue de solutions, parce que les solutions, moi aussi, je parlais en spectre. Donc, on a la solution sur mesure. Ici, on est chanceux d'avoir le Consortium de santé numérique, qui, c'est une équipe d'experts, des data scientists qui font des choses incroyables. Leur service est gratuit pour tous les chercheurs à l'Université de Montréal, dont le sujet de recherche de leur projet porte sur la santé. Donc, santé humaine ou non humaine, c'est santé tout court. OK? Mais qu'est-ce qui arrive si votre projet de recherche n'est pas en santé? Bon, d'habitude, c'est là que les chercheurs débarquent chez moi. Et donc là, moi, désespérément, je cherche la solution moulinette. OK? Mais c'est comme les fameuses formations Zotero et Note que je vous donne. Ce n'est pas une panacée. Hein? Alors, il y a une courbe d'apprentissage. Il y en a un que j'ai bien aimé, mais je ne suis pas sûre d'avoir tout à fait compris. C'est Amnesia, parce que c'est financé par OpenAir et Horizon 2020, qui est une initiative de sciences ouvertes en Europe. Puis, dernièrement, il y a les solutions alternatives. Donc, à part l'anonymisation, on l'a dit tantôt, il y a les contrôles d'accès. On a aussi tout simplement le partage de la méthodologie de recherche aussi qui est intéressant dans les data papers, par exemple. Et donc, c'est pas parce que les données ne sont pas publiques qu'on ne peut pas rendre ça intéressant avec les principes FAIR. Donc, ça, c'est Amnesia, pour vous dire que j'ai essayé de trouver la solution à Moulinette. Ça, c'est mes réflexions, juste pour vous dire que ça a été appuyé par les gens du Consortium de santé numérique. Fait que c'est evidence-based, j'ai des témoins. Okay? C'est pas des fake news qu'est-ce que je suis allée repêcher. Et donc, résumé, on parle du consentement. Je vous ai fourni un exemple tantôt d'un vrai projet. L'anonymisation, la dépersonnalisation, on en a assez parlé. Bon, on a aussi les fiches de métadonnées. Hein, ça, c'est des... Non, sécurité, OK? On a juste parlé des arbres. On a juste parlé des arbres, mais il faut aussi parler des forêts. Donc, tout ce qui est cybersécurité. Ça, c'est des exemples, OK? Encore d'autres exemples de qu'est-ce qu'il faut écrire et comme entente, là. Bon, la cybersécurité, comme je disais, les réseaux, l'ordi, l'info, le transfert, etc. Et voilà.